non creusé, expliquez, il y a un peu de confusion sur ce que signifie exactement non creusé. Et les gens demandent, par exemple, vous savez, que puis-je faire? Que ne fais-je pas? Qu'est-ce que cela signifie? Je l'ai découvert il y a longtemps, il y a 35 ans. Cela a fonctionné pour moi depuis, et j'ai un peu varié les méthodes. Mais l'essentiel est de perturber le sol le moins possible. De cette façon, vous préservez toute la vie du sol. Les organismes qui se trouvent dans le sol ne sont pas malmenés, meurtris, battus, voire tués par les cultures. Ils sont simplement laissés à continuer leur travail et à construire une structure de sol à aérer et à drainer. Et puis, une chose très importante que vous pouvez aussi faire pour les aider, c'est de les nourrir. C'est là que les paillis entrent en jeu en mettant de la matière organique à la surface. Le type de matière organique dépend un peu de votre climat ici en Grande-Bretagne. C'est assez humide, principalement nous avons beaucoup de limaces. J'ai donc trouvé que le compost fonctionne le mieux comme paillis car il ne donne pas d'habitat aux limaces. Ainsi, le compost à la surface, comme cela a été le cas ici une fois par an, nourrit seulement les organismes du sol. Ils sont alors nourris et le sol devient plus fertile, mieux drainé, de bonnes structures et ils aident également à retenir la nourriture. Ainsi, vous n'avez pas besoin de mettre une autre couche de compost. La plupart de ce que vous pouvez voir ici est une seconde récolte. Donc, il a été planté en été après une récolte précédente et en été, rien d'autre n'est mis sur le sol. Je trouve que ça fonctionne ici de toute façon pour mettre 5 cm de compost une fois par an et pour garder un œil sur comment tout cela fonctionne et pour comparer le non-labour avec ce qui se passe quand vous labourez. Je fais une petite expérience que je vous montrerai ensuite. Ici, il y a un petit essai où j'ai 2 lits côte à côte et un lit est labouré chaque année. Donc 5 fois maintenant, c'est le 5e été de cet essai. J'ai creusé celui-ci et j'ai mis 5 cm de compost dans la tranchée à chaque fois que je creuse seul. Ce lit a simplement la même quantité de compost mise sur le dessus. Donc c'est sans creuser où je nourris les organismes du sol. Et il y a l'approche plus interventionniste qui jusqu'à récemment a été traditionnelle, que nous devons obtenir l'aération là-dedans et que le sol ne peut pas le faire tout seul. Je cultive donc exactement les mêmes légumes dans chaque lit et compare comment ils poussent leur poids toute la récolte. Et c'est en fait la 11e année que je fais cela en essai, 6 ans dans mon jardin précédent et la 5e année ici. Et si j'ajoute les 10 années précédentes à cette année, il y a plus de 5% de différence dans la récolte. 5% de plus ici. Pas de creusage pour beaucoup moins de travail. Donc par exemple ici, 3 heures de creusage, plus 1 heure supplémentaire de désherbage. De petites mauvaises herbes poussent ici, là et partout sur ce lit que nous avons dû sarcler 3 fois cette année. Celui-ci pas du tout, mais juste un désherbage occasionnel à la main. C'est donc un grand avantage du non-creusage, moins de temps nécessaire pour le désherbage. C'est vraiment un gros... Et cela signifie que vous pouvez vous amuser davantage avec votre culture. Donc encore une fois, 2e culture ici, principalement comme le chou frisé après la betterave. Puis il y a les moutardes après les carottes, qui ont ensuite été suivies par le concombre. Nous avons déjà eu de nombreuses récoltes ici. Voici le caillebroc, un brocoli chinois croisé avec du brocoli traditionnel, c'est très intéressant. Il a une croissance très rapide. Ces derniers ont été plantés le 29 août à partir du même semis en début août. Donc ils n'ont pas été dans le sol pendant si longtemps et il y a juste une différence extraordinaire entre le caillebroc sans creuser et le grand lit caillebroc. Ils peuvent rattraper un peu, mais quelque chose se passe là-bas et cela me fait penser que peut-être que la structure qui est temporairement aérée par le creusement ne la maintient pas très longtemps. 9 mois après avoir creusé ce lit, je pense que la structure s'est affaissée, vous savez. Il a été endommagé lors du creusement, temporairement aéré, et maintenant c'est fini, et c'est pourquoi la croissance a du mal un peu à cette période de l'année par rapport à la non-fouille. Et en fait, nous jetons un rapide coup d'œil à une récolte. Donc par exemple, ici nous avons des carottes. Celles-ci ont été semées le 7 juin entre la laitue, et voici une du lit creusé, peut-être 2, sinon 3.
comme vous pouvez le constater, ils sont très variables. Donc je dois vraiment en choisir 1 ou 2 ou 3. Ceux-ci sont un peu plus épais, mais ce qui est intéressant, et je vois cela assez souvent, donc ce sont les carottes creusées, et vous voyez qu'elles ont un peu bifurqué. Vous savez, si les gens n'ont jamais fait de non-creusage, ils pensent, eh bien, comment les racines descendent-elles? Eh bien, les carottes non creusées, en fait, elles ont légèrement mieux descendu que celles creusées, et elles n'ont pas autant bifurqué, et c'est aussi assez intéressant parce qu'on dit souvent que, vous savez, c'est donné comme règle que vous ne devriez pas étaler du compost ou du fumier ou quoi que ce soit, ou avant de semer des carottes, parce que cela les fait bifurquer. Et je pense que c'est parce qu'on suppose que cela va être creusé comme c'était ici. Voilà le résultat. Alors que quand c'est en haut, les graines germent dans le compost et il n'y a en quelque sorte aucune confusion dans leur esprit. Ils descendent, tout est uniforme. Il n'a pas été décomposé, la structure est intacte. Alors, belle récolte. Ceci, je pense, a vraiment aidé à expliquer ce qu'est le non-labour et comment ça fonctionne et combien cela facilite les choses. Le jardinage, parce que presque tout ce que vous pouvez voir dans cette casserole sont des secondes plantations mises en place en été sans ajouter de fertilité supplémentaire, pas de compost supplémentaire, et très rapide à démarrer. Donc par exemple, où ces choux sont ici, c'était des fèves. Nous tordons la fève, les tiges quand elles finissent. Dans ce cas, c'était mi-juin d'un semis de novembre. Il n'y avait donc pas beaucoup de désherbage à faire ici. Et puis nous avons simplement planté ces choux que j'avais semés le 8 mai et que j'ai amenés dans un petit pot. Ils étaient assez grands quand je les ai plantés le 21 juin, le jour le plus long de l'année, et ils ont continué à pousser ici depuis. Et donc c'est une deuxième récolte qui n'a pas eu d'ajout de fertilité depuis novembre. Un peu de confusion à propos de l'azote supposé laissé par les fèves. En réalité, c'est un peu un mythe. La majorité de l'azote est utilisée pour la croissance des légumineuses. Si la culture arrive à maturité, peu d'azote est laissé dans le sol. Donc, la plupart de l'explication de cette croissance fantastique du chou est la fertilité stockée, qui, parce que le sol n'a pas été perturbé, malmené, les organismes qui y sont tous occupés, actifs, travaillent et capables d'interagir avec les racines des plantes. Et en particulier, les champignons mycorhiziens sont la grande réussite de la méthode sans labour, parce que vous avez ce réseau de filaments fongiques dans le sol sous nos pieds. Je marche dessus maintenant. Ils disent probablement à leurs amis là-bas que oui, il est ici. Certaines personnes l'appellent l'Internet du sol. Donc ces fils s'étendent sur des yards, des mètres, des kilomètres, des miles, vous savez, sur toute la Terre. Ils sont considérés comme l'un des plus grands organismes de la planète Terre. Tout ce réseau de fils dans le sol, et parce qu'ils sont tous connectés, ils s'associent alors avec les racines des plantes. Ils sont très activement actifs et disponibles pour les racines. Ils obtiennent de l'énergie des plantes par photosynthèse, parce que ces fils fongiques n'ont pas d'autres sources de nourriture, et ensuite, en retour, ils aident les racines des plantes, ils forment comme une extension de racines, donc c'est une symbiose mutuelle, et ils apportent des nutriments et de l'humidité comme il faisait très sec quand ces choux ont été mis en terre. Nous les avons arrosés, je les ai arrosés 2 fois de plus, après cela partant très secs et chauds. Ils ont vraiment bien survécu, et les fils peuvent accéder à de minuscules fissures dans le sol, que les racines des plantes ne peuvent pas atteindre. Donc il y a un moyen que vous savez, le sol non perturbé, vous pouvez en tirer plus en termes d'humidité ainsi que de nourriture. Et aussi bien que les choux ici, ce lit était une très lourde récolte de laitue de printemps et d'été. Donc tout ici suit la laitue, il y a du brocoli calabrais, du chou de Savoie, du magnifique brocoli romanesco et tout à la fin du magnifique chou rave. Ce sont donc de bons exemples de légumes que vous pouvez planter en été qui prennent juste une demi-année pour pousser et avoir une autre récolte. Et le compost, qui a nourri cette croissance que nous avons principalement mise en place en décembre dernier, est fabriqué ici. Les tas de compost sont de la matière organique à différents stades de décomposition. Donc ici, nous avons le tas de compost actuel qui a pris 4 semaines à se remplir à ce stade.
Tout provient du jardin et je récupère également beaucoup de déchets d'autres endroits car pour avoir assez de matière organique pour faire pousser de bons légumes, je fouille ici pour voir si je peux trouver beaucoup de café. Voici des résidus de café donnés par un homme de café local. Il se décompose très rapidement. Le café était trop chaud pour le tenir. Le thermomètre indique 70 degrés. C'est la limite à ne pas dépasser. Vous pouvez voir qu'il a une sonde d'1 pied de long et ce qui se passe ici, c'est la décomposition de la matière organique pour que le travail de la décomposition ait eu lieu avant de mettre le pistolet. Et puis le produit final est suffisamment décomposé pour ne pas être en morceaux détrempés, sous lesquels les limaces peuvent vivre, et les limaces dans ce climat sont le nuisible numéro 1. Si vous êtes dans un climat sec sans problème de limaces, vous pouvez probablement vous passer de cette étape. Vous pourriez mettre toute cette matière directement sur le jardin comme un paillis en feuilles, plutôt que d'avoir besoin de faire du compost. Donc ce n'est pas une certitude, mais j'explique que c'est ce que nous faisons ici, et c'est une belle manière de gérer les déchets et de les garder dans un espace rangé. Et celui-ci, nous l'avons rempli en 6 semaines et terminé il y a 1 mois, donc ce sont principalement des déchets d'août. Et celui-ci est déjà assez décomposé. C'est une sorte de compost à moitié fini ou même un quart. Et le thermomètre là-bas indique un peu plus de 50 degrés Celsius, ce qui correspond à environ 120 Fahrenheit. Et puis, en allant plus loin, nous retournons ces tas juste une fois. Je trouve que cela fait une différence significative, après quoi c'est un peu moins de rendement décroissant, donc tourner signifie déplacer et mélanger, briser les grumeaux, introduire de l'air, de l'oxygène pour nourrir les bactéries, ce qui signifie plus de décomposition. Et ce tas ici a été retourné en fait il y a seulement 1 mois et à ce stade c'était du compost de 2 mois. Nous regardons donc ici du compost de 3 mois et vous pouvez voir qu'il est aux 3/4 utilisable. Ce tas donne une meilleure idée de comment je l'aime. Je le recommande contre les problèmes de limaces. Donc ici nous avons du compost qui a maintenant 8 mois. Il a commencé sa vie en tant que déchet de jardin au début de l'année. La chaleur a fini en avril, retourné ici en juin, et il est resté ici depuis encore 3 mois, donc 8 ou 9 mois, et je pousse juste ma main, et c'est magnifiquement doux et moelleux, et le voilà. Donc vous pouvez voir que beaucoup de cela est bien décomposé, assez friable et grumeleux. Et en fait, 2 autres choses que je vais simplement souligner. L'une est douce à l'odeur et cela est en partie aidé par le toit. Et si vous n'avez pas de toit, c'est dans un climat humide, vous pourriez avoir une feuille de polyéthylène ou autre chose pour garder la pluie à l'écart, car sinon ça devient un peu mou. La couleur n'est pas d'un noir profond. C'est un marron très foncé. Un petit point peut-être, mais c'est un bon signe d'un compost sain. Les niveaux d'humidité sont tels qu'en pressant le sol, aucune eau n'en sort. Si vous obtenez plus de 2 gouttes d'eau du compost, c'est un peu trop humide et peut-être qu'il a besoin d'être un peu retourné et ébouriffé. Ceci est un tas de bois de marmotte qu'un entrepreneur en arboriculture a livré ici il y a 15 mois. Il est resté ici depuis, oh regardez ça, des vers. Il est devenu humide, il se transforme en compost, donc c'est un excellent ajout au jardin en termes d'ajout de fertilité. C'est riche en champignons, car il ne fait pas aussi chaud que le compost ordinaire. Et si vous l'appliquez frais, ce n'est pas si brillant, parce que ça gêne probablement autant que tout le reste. Mais dans un tas comme celui-ci, il commence à se décomposer initialement. C'est environ à moitié décomposé. Vous avez donc accéléré le processus de décomposition en ajoutant plus rapidement des nutriments. Je continuerai à l'utiliser autour de mes framboises, asperges et probablement des plantes pérennes cet hiver. Avec la méthode sans bêchage, une question très courante est, comment je sors mes pommes de terre ou mes panais? En fait, cultiver des pommes de terre n'est pas si difficile. Les pommes de terre enracinent très profondément, mais les tubercules se développent assez en surface. Donc ils se développent dans le sol friable, où les gens qui creusent, ils butent. Comme ils sont près de la surface, vous pouvez les tirer vers le haut sans creuser. Mettez vos mains autour des tiges et tirez. Avec les panais, cela ne fonctionne pas. Vous tirez et ils restent juste là. Alors, ils vont profondément. C'est l'une des beautés du non-labour, en quelque sorte. Cela montre à quel point cela fonctionne bien. Le panais, ceux-ci ont été semés en mars, donc il y a 8 mois à 7 mois.
Voyons voir ce qui se passe ici. Octobre, c'est le premier panais de 2017 et vous pouvez voir comment c'est une belle longue racine. Ces derniers poussent assez près. Je vise à avoir beaucoup de panais moyens plutôt que quelques géants. Comme vous pouvez le constater en observant la longueur de cette racine alors qu'il la retire du sol. Et vous savez que c'est aussi cassé. Donc voici une racine qui est 18 pouces ici, déjà un demi-mètre. Il continue probablement autant encore, juste pour illustrer comment, avec aucune fouille, vous avez un sol merveilleusement meuble. Ce sol n'a pas été perturbé de quelque manière que ce soit pendant 5 ans. En fait, cela fait bien plus longtemps car à mon arrivée, il y avait des mauvaises herbes de pâturage que j'ai paillées. Il est resté stable depuis probablement 30 ans. Et c'est magnifiquement friable et manifestement les plantes l'adorent. Donc avec cette récolte de panais, il y a eu un certain dérangement du sol alors. Je déteste ça mais c'est inévitable. Cela semble être la seule façon d'extraire les panais. Cependant, j'essaie de le minimiser. C'est pourquoi je plante la bêche pratiquement à la verticale, puis je fais levier encore et encore. Je le fais parfois aussi de l'autre côté jusqu'à ce que le panais sorte et aujourd'hui, il y a eu un peu plus de bouleversements que d'habitude, en partie parce que ce sont les premiers. Je trouve qu'une fois que vous avez trouvé un moyen d'entrer dans la rangée, cela devient plus facile, mais l'essentiel c'est sans creuser, déranger le sol le moins possible. Explication de la méthode sans creuser. Pour résumer, cela fait gagner du temps, beaucoup de temps. Non seulement le temps que vous auriez autrement passé à creuser ou à labourer, mais la croissance ultérieure des mauvaises herbes est tellement moindre parce que le sol n'a pas été perturbé, il n'a pas besoin de faire pousser des mauvaises herbes. De plus, l'humidité est conservée, donc une grande économie d'humidité et de temps, autrement dépensé à arroser. Les organismes du sol sont conservés et ils peuvent construire une structure. Donc cela peut sembler paresseux ou passif à certaines personnes qui ont l'habitude d'être toujours occupées à intervenir dans le sol de leur jardin, mais c'est une chose très positive. Vous aidez vraiment la vie dans votre sol à faire le travail pour vous. Et je pense que vous aurez remarqué à travers ce film la merveilleuse croissance vigoureuse ici qui se produit dans un sol non labouré, non creusé. Et je vais conclure sur cette note avec cette belle panoplie de légumes robustes et vous pouvez voir que la méthode sans bêchage est très simple, très claire, en réalité pas difficile à pratiquer. Merci. Vous